Nous sommes de retour au site de Bellevue, dans les collines de Campagne-sur-Roue. Alors qu'Ankylosaurus était probablement le plus grand animal de la région au Crétacé supérieur, d'autres fossiles confirment la présence d'un second dinosaure herbivore. Voici Rhabdodon. Ce brave animal, cousin du célèbre iguanodon, était très représenté sur l'île ibéro-armoricaine il y a 71,5 millions d'années. Rhabdodon, dinosaure herbivore qui est réputé pour être de grande taille, puisque les plus gros spécimens peuvent avoisiner jusqu'à 6 mètres 57 mètres, quand on fait des reconstitutions basées sur les plus gros spécimens. Mais de manière générale, ce sont des animaux qui tournent autour de 4-5 mètres. Quand on regarde la plupart des gisements, on est sur la taille moyenne. On a pu trouver aussi du plus petit. Et donc c'est un peu l'équivalent écologique de nos vaches. Voilà, ces animaux qui se déplacent en troupeau, qui passent leur temps à manger de la végétation basse. Rhabdodon, c'est un des premiers dinosaures qui a été décrit dans l'histoire de la paléontologie. Il a été décrit en 1869 par un géologue marseillais qui s'appelait Philippe Matron. Alors, on a découvert de nombreux ossements de Rhabdodon à Bellevue, plusieurs centaines. C'est le deuxième dinosaure le plus abondant sur le site, après Ankylosaurus. Issu du grec ancien rhabdo et odontos, le nom Rhabdodon signifie dent cannelée. Ce dinosaure ornithopode a donné son nom à sa famille, les Rhabdodontidés. Les Rhabdodontidés forment une famille tout à fait caractéristique du Crétacé européen. Donc ce sont des Iguanodontia assez primitifs. On retrouve les tout premiers représentants des Rhabdodontidés dans le Crétacé inférieur d'Espagne. Et au cours du Crétacé supérieur, ils vont véritablement se caractériser par une explosion évolutive, mais limitée à l'Europe, donc au Crétacé supérieur. Donc on va les retrouver en France, naturellement, c'est là qu'ils ont été d'abord décrits. On va les retrouver également en Espagne. On les retrouve un peu plus loin en Autriche et surtout en Roumanie. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les Rhabdodontidés ont développé une stratégie biomécanique tout à fait particulière au niveau de leur dentition. Au Crétacé supérieur, il y a vraiment en Europe deux grands groupes d'Iguanodontia. Donc nous avons d'une part les hadrosaures, qui se caractérisent par une miniaturisation de leur dentition. Donc les mâchoires des hadrosaures se caractérisent par de très nombreuses rangées de toutes petites dents qui peuvent se renouveler très rapidement. Et vous avez de l'autre côté les Rhabdodontidés qui, eux, se caractérisent par des dents beaucoup plus massives, beaucoup plus grosses, qui ont une morphologie cannelée. Donc on observe vraiment des stratégies tout à fait opposées au niveau de l'évolution des dentitions. Mis à part les dents de Rhabdodon, les paléontologues se sont intéressés à ces vertèbres dorsales. Pour certains spécimens, leurs épines neurales, très longues, témoignent de l'existence d'une sorte de voile. Voile qui, chez d'autres genres, peut prendre des proportions démesurées, comme chez Spinosaurus, un dinosaure théropode africain. Cependant, pour d'autres spécimens des mêmes gisements, ces épines sont parfois bien plus courtes. D'après les paléontologues, cette différence pourrait s'expliquer par un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des caractéristiques morphologiques variables entre le mâle et la femelle d'une même espèce. Aujourd'hui, de nombreux animaux présentent un dimorphisme sexuel plus ou moins marqué, comme la queue du paon, la crinière du lion, ou encore la plus grande taille de certaines araignées femelles par rapport au mâle. Chez Homo sapiens, le dimorphisme est certes discret, mais tout de même présent. Par exemple, l'homme est légèrement plus grand que la femme, et monsieur a souvent une pilosité plus développée que madame. Revenons-en à notre Rhabdodon. Bien que sa découverte soit ancienne, son cousin Iguanodon remporte la palme historique du second dinosaure à avoir été décrit. Pouvant atteindre 10 mètres de long, cet animal massif était doté de longs éperons osseux à la place des pouces, probablement utiles pour se défendre contre les prédateurs. Les premiers ossements d'Iguanodon ont été découverts par Gideon Mantell et sa femme en 1822. Originaire du Sussex, Mantell décrivit le genre Iguanodon 3 ans plus tard.
À l'époque, on ne connaissait que quelques restes, dont principalement des dents très ressemblantes à celles des iguanes. Ainsi, pendant très longtemps, les représentations d'iguanodons s'approchaient plutôt de l'iguane géant, voire du rhinocéros. Mais soudain, en 1878, survient une découverte belge qui va révolutionner la façon de représenter les dinosaures, celle des iguanodons de Bernissart. Alors cette découverte est tout à fait fortuite, jamais on se serait attendu à découvrir des restes de dinosaures lors de travaux miniers. Donc ce sont des mineurs qui ont découvert les iguanodons de Bernissart, des mineurs qui travaillaient à 350 mètres dans le fond des mines, qui suivaient des veines de charbon du Carbonifère et qui soudain ont rencontré une poche d'argile. Alors, pas de bol, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il faut savoir que ces poches d'argile, qui sont vraiment des accidents géologiques locaux, étaient très bien connues des ingénieurs des mines et des mineurs. Donc c'est très courant dans la région du bassin de Mons, par exemple. Donc ils ont décidé de traverser la poche d'argile pour aller retrouver la veine de charbon qui se retrouvait de l'autre côté. Et c'est lorsqu'ils ont traversé cette poche d'argile qu'ils sont tombés sur des éléments qui les ont immédiatement intrigués. Donc ils les ont rapidement ramenés en surface. Et tout s'est enchaîné extrêmement vite. En une semaine, il a été décidé que ce que les mineurs avaient trouvé, c'était en fait des restes de gros animaux préhistoriques. Et directement, les compagnies des mines ont contacté le Musée royal d'histoire naturelle pour entreprendre des fouilles conjointes. Et c'est donc lors de ces fouilles, qui ont duré pendant 3 ans, que les mineurs et les paléontologues ont extrait une trentaine de squelettes complets de ces iguanodons de Bernissart. C'est prodigieux parce que donc, à l'époque, les dinosaures étaient très mal connus. Comme je l'ai dit, c'était pas seulement les iguanodons, mais les autres dinosaures, on les connaissait que par des squelettes très fragmentaires. Et là, tout à coup, on retrouve des squelettes complets, des squelettes articulés, et en plus, donc, un groupe, une sorte de troupeau. Donc, cette découverte des iguanodons de Bernissart a vraiment lancé les recherches en paléontologie des dinosaures. Les ornithopodes comme rhabdodon, iguanodon et les hadrosaures forment un groupe de dinosaures apparus au Jurassique et ayant conquis la planète au cours du Crétacé. Certains sont petits, d'autres gigantesques. Certains ont d'immenses nez et d'autres d'étranges crêtes. En résumé, les ornithopodes sont très diversifiés. Si on regarde vraiment les derniers millions d'années du Crétacé, les 2-3 derniers millions d'années, il y a un gros changement de faune dans le sud de la France et dans l'ouest de l'Europe en général, avec la disparition par exemple d'animaux comme rhabdodon, comme les rhabdodontidés, qu'on ne retrouve plus à l'extrême fin du Crétacé, la raréfaction des titanosaures, il en reste, mais beaucoup moins que juste avant, et par contre l'arrivée d'une nouvelle famille qu'on ne connaît pas juste avant, c'est la famille des hadrosaures. Et soudain, vers 70 millions d'années, entre 69 et 66 on va dire, de très nombreuses espèces d'hadrosaures se répandent soudain dans tout l'ouest de l'Europe, avec encore aujourd'hui d'ailleurs quelques interrogations sur le pourquoi du comment, d'où ils viennent, pourquoi, etc. Donc les dinosaures à bec de canard, les hadrosaures, vont être vraiment les superstars des écosystèmes du Crétacé supérieur. Donc ils vont se répandre partout, ça va vraiment être les dinosaures dominants de la fin du Crétacé. À côté de ces grands hadrosaures, vivait également dans le sud de la France un petit herbivore, taillé comme un char d'assaut. Cet animal, de la famille des nodosauridés, a été baptisé Strutiosaurus. À côté de ces animaux, donc les titanosaures et les rhabdodontidés, on a d'autres dinosaures qui sont représentés par des restes beaucoup moins nombreux. L'autre herbivore, c'est Strutiosaurus, le petit ankylosaure, quelques ossements trouvés de ci, de là. À l'origine, c'est une espèce, un genre Strutiosaurus qui a été décrit en Autriche à la fin du XIXe siècle. On a rapporté à ce genre d'autres restes découverts notamment en France et en
Transylvanie, en Roumanie. Bon, il est très probable qu'ils appartiennent probablement à un autre genre, mais on n'a pas de matériel suffisant pour le décrire actuellement. Alors, c'est des animaux qui sont frustrants. C'est les plus frustrants pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des animaux super robustes, super trapus, qui possèdent donc une armure constituée de nodules osseux qui leur permet de protéger tout leur dos, nuque et queue de la prédation. Et pourtant, on n'a quasiment rien. Alors, pourquoi? Alors, on a quasiment rien, oui et non. Alors, on a en fait une dent isolée qu'on va trouver à chaque fois sur un site qui montre que il n'était pas très très loin. Mais après, les dents, comme on le sait, c'est du matériel solide. Ça peut être trimballé par les courants d'eau sur des très longues distances. Donc, si on n'a qu'une dent, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas au même endroit que les autres dinosaures. Donc, aujourd'hui, c'est un animal qui est connu surtout à partir de restes fragmentaires découverts à Villeverac, là, dans l'Hérault. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un animal de petite taille. Ça ne dépasse pas les 2,50 m. L'une des hypothèses sur la rareté des ossements de Strutiosaurus est basée sur son milieu de vie. Si l'animal vivait en milieu forestier, la rapidité de décomposition associée à l'écosystème n'aurait pas favorisé la fossilisation. Pour trouver d'autres Strutiosaurus, notre regard doit se tourner vers la Roumanie. Dans la formation de l'ancienne île d'Atseg en Transylvanie, les paléontologues ont découvert de nombreux dinosaures très proches des assemblages de l'île ibéro-armoricaine. Des titanosaures, des rhabdodontidés et des nodosauridés. Mais à Atseg, ces animaux sont bien plus petits que leurs cousins occidentaux, eux-mêmes considérés comme des nains insulaires. Autrement dit, l'Europe à la fin du Crétacé était peuplée de nains. C'est des animaux qui vivaient sur de relativement petites îles. Et au fil des générations, les ressources étant limitées sur ces îles, les dinosaures herbivores ont eu tendance à devenir de plus en plus petits. C'est le cas à la fois des titanosaures et des rhabdodons. Et à la fin, ce qu'on trouve, c'est vraiment ce qu'on appelle des nains insulaires, donc des sauropodes qui font 5-6 mètres de long, qui pèsent quelques centaines de kilos seulement, et des rhabdodons qui font peut-être, des almoxès plus exactement, qui doivent faire peut-être 3 mètres 50 de long, donc vraiment des toutes petites espèces. Tandis que s'épanouissait sur l'île des animaux nains, une ombre gigantesque planait au-dessus d'eux. Dans les cieux vivait un reptile volant géant, Atsegopteryx. De la taille d'une girafe une fois posé au sol, il est aujourd'hui l'un des plus grands animaux ailés de tous les temps. Une autre découverte en Roumanie également, c'est à nouveau des restes très incomplets, mais d'un très très gros ptérosaure, un reptile volant de la famille des Asdarchidés, dont l'envergure a été estimée entre 10 et 14 mètres de large, donc quelque chose d'absolument énorme, une sorte de petit avion. Alors les ptérosaures, effectivement, au Crétacé supérieur, étaient présents sur l'ensemble de la planète. Et bien sûr, ils étaient également présents sur le continent européen, sur l'archipel européen, sur les différentes îles qui composaient l'archipel, donc de la Roumanie jusqu'à l'île ibéro-armoricaine. Et donc, on avait des ptérosaures donc de la famille des Asdarchidés avec des formes plus ou moins grandes. Alors, on avait cette forme Atsegopteryx, donc vraiment une forme géante, proche du Quetzalcoatlus qu'on connaît en Amérique du Nord. Et ça, c'était vraiment des formes gigantesques. D'un point de vue écologique, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de rattacher au nanisme insulaire dont on a pu parler, puisque par définition, c'est un animal volant, donc qui, de 2 ou 3 coups d'aile, devait passer d'une île à l'autre sans trop de difficulté. Quant au régime alimentaire de ce petit monstre, enfin de ce monstre tout court, difficile à préciser. Beaucoup considèrent que c'était sans doute un prédateur et qu'il pouvait se nourrir de petits dinosaures, de différents animaux vivant sur les îles. Il faut savoir que les Asdarchidés n'étaient pas tous géants. Il y avait des formes également de taille moyenne, on va dire, des envergures de 3 à 4 mètres.
Et c'est notamment le cas d'un ptérosaure qu'on a découvert dans le sud de la France, dans le département des Bouches-du-Rhône, que l'on a décrit sous le nom de Mistral altarco, donc le ptérosaure du Mistral, si on peut le traduire en français. Et donc ça, c'était une forme, alors c'est pareil, on a un seul individu, est-ce qu'il avait atteint sa taille maximale? On ne sait pas, mais d'après l'ossification et voilà, les caractéristiques du spécimen, on peut penser qu'il ne mesurait pas plus de 5 mètres d'envergure au maximum. Donc on est 2 fois moins grand que les ptérosaures géants de Roumanie. Donc voilà, les azarchidés, au niveau écologique également, on pense qu'ils étaient inféodés au milieu continental, notamment capables de se nourrir de charognes, de poissons. Donc c'était des formes édentées. Leur bec ne possédait aucune dent. Donc voilà, ils devaient avoir peut-être un régime alimentaire proche de certains oiseaux qui possèdent des becs pointus, tels que les cigognes ou les marabouts. Mais en tout cas, voilà, c'était les formes dominantes au Crétacé supérieur. Voilà, il faut savoir que les ptérosaures sont des organismes avec un squelette assez délicat, assez fin, même pour les formes géantes. Et leur préservation n'est pas toujours évidente. Elle se fera moins facilement que pour certains groupes avec des os très massifs, comme les sauropodes par exemple. Et les restes de ptérosaures sont généralement rares par rapport au reste de dinosaures. On a besoin de plus de fossiles pour vraiment appréhender la réelle diversité des ptérosaures dans l'archipel européen à la fin du Crétacé. À la toute fin du Crétacé, des dinosaures nains peuplaient l'île ibéro-armoricaine, comme Rhabdodon, Ampélosaurus ou Strutiosaurus, tandis que leurs cousins, encore plus petits, vivaient en Roumanie, sous le regard du ptérosaure géant Atsegopteryx. Mais si dans les cieux régnaient des prédateurs, qu'en était-il de la terre ferme? Quel genre de carnivore foulait le sol français il y a 70 millions d'années? Cela, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire.